Donc, la première mission de Blue Ghost de la compagnie Firefly vient de terminer sa collecte de données et ses expériences scientifiques sur la Lune. Aujourd'hui, on va parler de ces expériences avec deux idées en tête. Premièrement, comment est-ce que les 10 expériences de Blue Ghost peuvent être faites sur la Terre ici avec nos élèves dans nos classes de sciences? Comment est-ce que les sciences sont intéressantes? Et le deuxième aspect, c'est comment est-ce que les expériences de la première mission peuvent nous donner des idées sur quel type d'expérience on veut faire pour la deuxième mission. N'oubliez pas que ça, c'est une compagnie privée et donc les personnes qui ont des idées intéressantes, qui ont les budgets, peuvent bien sûr le faire. On parle bien sûr de compagnies, d'universités ou de groupes de chercheurs. Donc ça, c'est le sujet aujourd'hui. S'il arrive durant la vidéo que vous avez des questions, mettez-les dans la section clavardage. S'il arrive que vous avez des suggestions intéressantes, mettez-les aussi. C'est une vidéo qui sera bien pour les scientifiques, pour les enseignants et pour ceux qui aiment l'astronomie. Alors, voyons voir ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, premièrement, la mission 1 de Blue Ghost a été un grand succès. Donc, on a ici un texte qui vient du 17 mars et on a bien sûr fait tous nos tests sur les 14 jours. La première question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a eu seulement 14 jours pour faire les expériences. Voyons voir où était vraiment Blue Ghost mission 1. Donc, si on est pour regarder, je vais mettre ça un peu plus pour vous ici, tiens, pour mettre la NASA. Donc, ça, c'est la vidéo de la lancée de la fusée de Firefly avec Blue Ghost. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont atterri juste ici, dans l'hémisphère nord, juste ici à droite. Et ça ici, c'est la marée des crises qui est juste, pas la marée des crises, c'est la mer des crises, voilà. Donc, la raison qu'ils l'ont mis juste ici, c'est que ça permettait d'avoir les 10 expériences dans la lunisseur pour s'assurer qu'on puisse avoir le plus de données possible. Maintenant, l'alunissage, voilà, a été fait le 1er mars. Et si on est juste ici, le 1er mars, c'était le début, c'était après la nouvelle lune, c'était le premier croissant. Donc, si on est pour regarder ici une carte de la Lune, on peut voir que la marée des crises, c'est juste ici. C'est comme un grand bassin. Il y a eu un mouvement de lave qui est venu de l'intérieur de la Lune et qui a couvert un grand espace. Donc, c'est un endroit qui est relativement plat et donc assez facile à atterrir et faire nos expériences. Et si on regarde ici les phases de la Lune, donc nous avons la nouvelle Lune qui est juste ici. Donc, je vais descendre un peu comme ça. Donc, on peut voir un petit peu, on a la nouvelle Lune ici avec aucune énergie solaire. Mais aussitôt qu'on arrive au premier croissant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que nous avons la mer des crises juste ici, prêt à recevoir de l'énergie du Soleil. Maintenant, pourquoi est-ce que l'expérience a duré seulement 14 jours? N'oubliez pas qu'un cycle de la Lune, de la nouvelle Lune, en passant par le premier croissant, la mi-lune, la pleine Lune, jusqu'au décroissant, jusqu'à la nouvelle Lune, ça prend à peu près 28 à 29 jours. Ça veut dire qu'aussitôt qu'on a commencé à avoir de l'énergie solaire, c'était excellent. On a eu, bien sûr, l'alunisseur qui a fonctionné. Par contre, si on regarde la suite, bien sûr, donc ici, on a la première moitié ici. On a ici, ça mène à la pleine lune. La pleine lune a eu lieu le 13 ou le 14 mars. Et qu'est-ce qu'il y a après la première lune? C'est que ici, on commence à voir le côté gauche ici qui est illuminé. Et donc, si on regarde ici, oups, ce qu'on peut voir, on ne peut pas voir ça de plus près, mais on peut voir que la partie ici devient à l'ombre, donc il n'y a plus d'énergie solaire. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu un coucher de soleil à cet endroit. Et si on regarde, bien sûr, la première photo que j'ai montrée ici de cette vidéo, c'est le coucher de soleil, justement, quand le soleil s'est retrouvé à illuminer un autre endroit de la Lune. Donc ça, c'est les dernières photos de la lunisseur, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait plus d'énergie solaire pour les panneaux solaires et l'énergie des batteries était presque drainée complètement. Alors ça, c'est fantastique. Donc, prochaine chose qu'on va continuer, c'est regarder quelles étaient les 10 expériences qu'il y avait et comment est-ce qu'on peut faire une analogie avec ce qu'on peut faire dans une classe de sciences. Donc ici, j'ai regardé, ils ont réussi avec leur expérience d'avoir à peu près 119 gigs
de données qui est venu de l'alunisseur, qui est fantastique, des 10 différentes expériences qui ont eu lieu. Ici, ça inclut 51 gigs de données scientifiques et de données technologiques de la sonde, bien sûr. Ici, il y a le côté scientifique de la mission, mais il y a aussi tout ce qui s'appelle prendre des données de l'alunisseur par lui-même, à savoir les conditions, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, de façon à ce que la prochaine mission se fasse beaucoup mieux. Maintenant, pour les différentes expériences, je vais aller faire, alors ici, ça c'est le site de Firefly Aerospace. Je vais aller faire un tour sur le site de la NASA parce qu'ils ont des liens intéressants pour chacune des expériences. Alors, allons voir. Donc, on est ici avec notre texte qui vient du 18 mars, donc il y a quelques jours. On a bien sûr la photo avec le coucher de soleil sur la Lune. Et voici les différentes expériences qui ont eu lieu. Donc, c'était fantastique de ce côté-là. N'oubliez pas qu'au fur et à mesure qu'on va parler des expériences, voyons voir si je peux mettre ceci. Au fur et à mesure qu'on va parler des expériences, n'oubliez pas que je vais faire un lien avec ce qu'on peut faire dans notre classe. Et comme ça, vous avez des idées à faire dans vos classes. S'il arrive que vous avez des informations ou des idées additionnelles, s'il vous plaît, mettez-les dans la section clavardage. Ça va m'aider à faire ma prochaine unité d'astronomie. Parce que je fais cette vidéo en même temps que pour vous, c'est pour réfléchir à ce que je vais faire dans ma classe dans à peu près un mois lorsqu'on fera mon unité sur l'astronomie. Donc, la première expérience, voyons voir, est-ce que c'est mieux comme ça? Excellent. La première expérience, c'était une expérience sur la température en profondeur à la surface de la Lune. Donc, voyons voir ici. Très bien. Donc, tous les liens, je vais les mettre dans la description de cette vidéo. Donc, le but ici, qu'est-ce que c'était? C'était un appareil avec une petite foreuse qui allait forer un trou d'à peu près 1 mètre. L'idée de cela, c'est qu'avec ce trou, ça permettait de pouvoir mesurer le changement de température avec les profondeurs. Maintenant, c'est intéressant parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Ça permet de pouvoir voir les températures, mais aussi regarder s'il y a d'autres types de molécules utiles, éventuellement à savoir des matériaux comme l'eau, par exemple. Il y a aussi des personnes qui sont intéressées à l'hélium-3. Maintenant, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, il y a le vent solaire qui arrive. Comment est-ce que ce vent solaire affecte le sol de la Lune? Mais comment est-ce que le sol en profondeur est affecté? Donc, la question ici pour les enseignants, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire ça dans une salle de classe? Où est-ce que c'est? Voilà. C'est qu'on pourrait, par exemple, prendre une pelle et décider de faire un trou peut-être de, je ne sais pas, de 15 ou 20 centimètres. Et si on peut faire un trou d'à peu près 20 centimètres, regardez la température avec un thermomètre à la surface et à l'intérieur de 20 centimètres. S'il arrive que des élèves ont des outils qui sont un petit peu plus performants en profondeur, vous pouvez sûrement creuser à 30 cm, 40 cm, 50 cm. Il y a des petites pelles rondes que vous pouvez descendre à peut-être 60 ou 75 cm de profondeur. Et l'idée ici, c'est au fur et à mesure que la personne fait un trou, va descendre un thermomètre et voir ce qu'il y a comme changement de température. On peut utiliser des thermomètres qui sont digitales, bien sûr, avec soit un téléphone. On peut aussi utiliser un thermomètre avec une caméra et descendre dans le trou pour voir les changements. Mais ça, c'est quelque chose que les élèves peuvent faire vraiment. Et on peut emmener le projet comme étant le fait qu'on étudie des expériences sur la Lune, mais nous sommes sur la Terre. Mais si on dit, par exemple, dans un futur incertain, on est pour aller à une autre planète qui ressemble à une planète comme notre Terre, comment est-ce qu'on pourrait prendre des échantillons pour analyser cette nouvelle planète? Et pourquoi pas utiliser notre planète et prendre des mesures pour notre planète ici. Donc ça, c'est intéressant. L'autre chose qui est intéressant, c'est si vous avez accès à un ruisseau et que ce ruisseau n'est pas dangereux, les élèves pourraient décider de prendre quelle est la température de l'eau en profondeur. Donc, dans les premiers 2 cm comparé à 6 cm, comparé à peut-être 25 cm. Il faut faire attention, je ne sais pas si tous les élèves pourront le faire, bien sûr, dépendant des conseils scolaires. Donc ça, c'est la première expérience que j'ai trouvée intéressante. Le deuxième ici, c'était pour
la communication. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Nous avons ici notre petite planète Terre. Et sur Terre, ici, on a une variété de satellites autour de notre planète qui nous permet d'avoir le géopositionnement. On appelle ça aussi le GPS, à savoir qu'on peut localiser où on est sur la planète. Mais l'idée ici de l'expérience, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser ces satellites pour pouvoir envoyer de l'information sur la Lune, mais en même temps faire une communication inverse pour qu'on puisse utiliser ce réseau de satellites pour communiquer sur la Lune. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait et il semble qu'il y ait du succès ici. Et ça, c'est important parce que le coût nécessaire à mettre des satellites de géopositionnement autour de la Lune pour s'assurer qu'on sait où on est, ça coûterait tellement de sous que ça ne serait pas possible. Je sais que la Chine a au moins un satellite qui tourne autour de la Lune parce qu'ils ont ils ont eu des alunisseurs sur la face cachée de la Lune. Donc, je sais qu'ils l'ont déjà fait. Mais ce n'est pas tous les pays qui peuvent le faire, ce n'est pas toutes les agences spatiales. Donc, l'idée, c'est qu'on a confirmé qu'on peut utiliser ce réseau pour communiquer. Bien sûr, avec les distances, il y a un décalement qui existe, mais plus on connaît des choses sur ce décalement, ça peut permettre à la mission Artemis de pouvoir mieux communiquer avec la Terre au lieu de communiquer à partir du sol. On peut communiquer du sol au satellite et satellite jusqu'à la Lune. Je pense que c'est une excellente idée. Comment est-ce qu'on pourrait faire une recherche sur ceci dans notre salle de classe en sciences? On peut utiliser notre téléphone pour voir comment est-ce que l'accès à l'Internet se fait avec un routeur. On peut faire une cartographie de sol ou d'un plancher de l'école. C'est quelque chose qui pourrait être fait. On peut aussi faire, si vous avez à l'école, il y a voyons voir, il y a des microbits et il y a aussi des Arduino qui sont Bluetooth. Ça veut dire qu'on peut communiquer entre deux de ces appareils. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir, disons, quelqu'un est d'un côté de l'école et quelqu'un est de l'autre côté. Ces deux appareils ne pourraient pas se communiquer, mais on pourrait mettre une série de ces appareils pour essayer de communiquer, surtout lorsqu'il y a un grand bâtiment entre les deux. Je pense que ça serait quelque chose qui est intéressant. Ça parlerait un peu des ondes radio et je pense que c'est une possibilité pour votre classe, surtout si vous avez les budgets ainsi que l'équipement nécessaire. Le prochain ici, c'est la radiation des ordinateurs. Ah, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça ici, on a mis un circuit sous l'alunisseur. Et l'idée ici, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Ça veut dire qu'on a le vent solaire qui envoie des ions et le vent solaire sur les ordinateurs, sur les microprocesseurs. Et ça peut altérer la façon que ceux-ci performent. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont mis un circuit qui est en parallèle, de façon à ce que l'ordinateur fonctionne comme il est supposé faire, mais l'autre ordinateur qui est en parallèle permet de voir s'il y a des petites difficultés, des petits défauts de calcul basés sur les effets avec les ions. Et donc, ils peuvent corriger les erreurs au fur et à mesure. Et ça, je trouve que c'est fantastique. La question ici, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça sur Terre? On pourrait prendre, par exemple, un vieux Chromebook ou un vieil ordinateur et regarder l'effet de la chaleur sur la performance de cet ordinateur. Donc, par exemple, si on ouvre un ordi, on peut bien sûr voir la rapidité que certains calculent ou que notre environnement fonctionne. Alors, on sait que dans un ordinateur, nous avons un ventilateur qui permet de refroidir notre ordi. Ceux qui font des jeux, ils utilisent des refroidissants liquides. Donc, l'idée, c'est que si on avait un ordinateur et on avait un séchoir à cheveux et avec de l'air chaud, comment est-ce que les conditions extérieures, surtout la chaleur, pourraient affecter la performance d'un ordi? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait en salle de classe, depuis qu'on pourrait mettre cet ordi sur une surface avec des glaçons. Comme ça, on peut le refroidir le plus possible. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être fait basé sur le fait que, n'ayant pas d'atmosphère sur la Lune, on a des températures qui vont de moins
100, moins 125 degrés, jusqu'à plus de 100, 185 degrés Celsius. Donc, il y a des très grandes différences de température. Et ce n'est pas seulement les humains qui peuvent avoir de la difficulté à opérer, mais aussi les appareils. Donc, j'ai trouvé que c'est une expérience intéressante qu'on peut bien faire dans notre classe aussi. L'autre chose ici, c'est d'utiliser l'électricité pour enlever la poussière de certaines surfaces. Alors ici, il y a une petite vidéo et c'est fantastique. C'est une vidéo de YouTube. Voyons voir ici. Oups, on va enlever le son. Donc, voyons voir si je peux le mettre. Voilà. Donc, lorsqu'on va sur la Lune, le fait de pouvoir atterrir va faire soulever de la poussière autour de cette capsule et cette poussière va retomber. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a de la poussière qui peut se retrouver sur les appareils. Et comment enlever ceci? Si c'est un panneau solaire, ça va enlever la quantité d'énergie qui peut être attribuée. Si c'est d'autres types d'appareils scientifiques, ça peut causer des problèmes. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'électricité, l'électrodynamisme pour enlever cette poussière. Voyons voir l'expérience ici. Donc, on met ici la poussière et aussitôt qu'on met le courant, et oups, on peut voir qu'on utilise l'électrodynamisme pour enlever ces poussières. Donc, je trouve que c'est fantastique. Donc, on n'a pas besoin de personne avec un petit balai pour voir cela. Donc, je vais le mettre un peu plus grand pour que vous puissiez le voir. C'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, on met ici la petite poussière, on met le courant et oups, on a la surface qui est maintenant propre. On a un autre exemple ici et voilà. Donc, on en a deux, un à côté de l'autre et ça permet d'avoir des surfaces qui sont parfaites. Si ce sont des récepteurs, ce sont des panneaux solaires, ça serait quelque chose qui est fantastique. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans une salle de classe avec peut-être des électroaimants, peut-être, utiliser peut-être des aimants et les faire bouger, peut-être pour faire utiliser les électroaimants ou l'électrodynamisme pour enlever. Alors ça, c'est probablement des petites poussières de fer, par exemple, mais ce serait ça serait excellent, je pense, pour une classe. Donc, j'ai pensé que ça serait utile et on cherche toujours des idées qui sont applicables, bien sûr, à notre classe. Alors ça, c'est avec l'électrodynamisme. Le prochain, ici, c'est regarder le magnétisme tellurique ici sur la Lune. Donc ici, la façon que ça fonctionne, on a ici la géophysique de la surface de la Lune. De la façon que c'est fait, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, voyons voir. Donc on peut voir ici que le vent solaire autour de la Lune ici fait qu'il y a des changements de direction, mais de plus, il y a de ces particules qui vont entrer dans la Lune. Alors ici, on a des informations qui peuvent être utiles pour nous. Maintenant, comment est-ce qu'on peut regarder ces infos? On a envoyé, donc ça ici, c'est comme un petit moulinet avec un émetteur qui va sortir. Je vais vous montrer ça. Oh, non, je pense que je suis juste quelques instants. Donc, ils ont mis sur la sonde ici dans les 4 coins. Alors ici, cette partie, il y a un fil. Et qu'est-ce qui arrive avec ce fil? Le fil est tombé plus loin. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est fait à des angles de 90 degrés. Ça nous donne 20 mètres de chaque côté. Ça nous permet d'avoir à peu près 400 mètres carrés d'informations. Ça veut dire que si on on a un émetteur et un récepteur et qu'on utilise bien sûr le vent solaire, ça nous permet de pouvoir voir comment est-ce que l'électricité passe à l'intérieur de la croûte de la Lune. Donc ici, on dit qu'on peut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur, à peu près la moitié du rayon de la Lune. La question ici, c'est qu'est-ce qu'on va trouver? C'est une bonne question. Lorsqu'on est sur Terre et on parle de géophysique, on peut regarder les propriétés du sol en regardant le voltage qui passe entre deux points. La question, c'est est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui ressemble à ça en laboratoire? Peut-être qu'on pourrait prendre un bassin, par exemple, et dans le bassin, on pourrait mettre un sable
un sable qui est de plage blanc, par exemple, un sable qui est peut-être plus foncé, mêlé avec peut-être euh, un peu de fer, peut-être des endroits où il peut y avoir des cailloux et un mélange avec du sol, certains endroits avec de l'eau. Et l'idée, c'est de voir si on met 2 électrodes de chaque côté et qu'on envoie le voltage d'un côté, comment est-ce que le voltage est reçu de l'autre côté. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Je pense qu'il y a une possibilité de faire un labo ici. Il faudrait que j'essaie. Mais je me dis que c'est quelque chose que peut-être qu'on pourrait faire en classe. Voilà. Le prochain ici, c'est de regarder le champ magnétique de la Terre. Donc, voyons voir si on peut regarder ça. Je vais avancer ça un petit peu plus vite. Voyons voir. Voilà. Donc, quand le Soleil avec le vent solaire arrive à notre Terre est protégée par ce champ magnétique. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ici, le champ magnétique est déformé. Je ne sais pas s'il y avait une photo qu'on pouvait voir. Je ne sais pas si je peux le voir. Ah, voilà, c'est fantastique. Je vais le reculer un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu. Donc, ça ici, c'est le vent solaire qui arrive sur notre champ magnétique. Et bien sûr, certains de ces particules ici vont s'ioniser dans l'atmosphère et ça va nous donner des aurores boréales. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra. La caméra a été envoyée et dirigée vers notre petite planète Terre et ça nous permet de voir comment est-ce que le champ magnétique est affecté par le Soleil. Donc, je pense que c'est une idée intéressante. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire ceci en laboratoire? Si par exemple, nous avons un petit aimant avec de la poussière de fer, on peut voir les lignes du magnétisme. Peut-être qu'on pourrait approcher un autre aimant et de regarder comment est-ce que ces poussières de fer sont affectées lorsqu'ils sont affectés par 2 aimants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être utile. Vous allez dire, oui, mais ça ne fait pas partie du curriculum d'électricité ou de autres. Dites-vous que c'est un sujet qui se rapporte à l'astronomie, qui se rapporte au champ magnétique et donc on peut appliquer à la planète Terre, bien sûr. Et l'autre chose, vous pouvez bien sûr, avec votre téléphone, il y a des compas ici, on peut sûrement trouver la direction du nord et du pôle nord magnétique avec notre téléphone et donc ça pourrait être intéressant. Surtout que les élèves seront peut-être intéressés que le nord magnétique se déplace et n'est pas toujours la même place. Donc, il faut souvent changer les cartes à tous les 10 ou 15 ans parce qu'il y a des petits changements qui s'accumulent avec les décennies. Donc, ça, c'est une autre expérience possible. Voyons voir une prochaine expérience. Le prochain ici, alors voilà. Donc, ça ici, on utilise un réflecteur. Donc, ça ici, c'est un couvercle. Le réflecteur est en bas ici. Voyons voir si je peux le trouver pour vous. Le réflecteur est ici. On a un excellent exemple. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a 3 miroirs qui sont installés à angle droit. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que peu importe d'où vient le rayon de lumière, sur un laser, on ne peut pas voir ici. Voyons voir. Est-ce qu'on peut voir mon curseur? Voilà. Si on a un rayon qui vient de ce côté-ci, il sera réfléchi et revient dans la même direction qu'il est arrivé. Si on a un rayon qui vient de ce côté-ci, il sera aussi réfléchi de la même façon. Donc, on utilise ce type de réflecteur pour regarder ou mesurer la distance entre la Terre et la Lune et voir comment est-ce que celles-ci peuvent changer. Mais ça nous permet aussi de pouvoir mesurer le temps de réaction, surtout si on utilise les rayons laser pour la communication entre la Terre et les satellites à la Lune ou de la Terre à la Lune ou ainsi de suite. Ça, c'est très important parce que ça va nous aider, surtout qu'on veut utiliser de plus en plus des lasers pour la communication d'autres planètes. Bien sûr, si on a des humains sur la Lune, on veut que les communications soient très rapides, mais si on a bien sûr des humains qui vont sur Mars, on veut qu'ils soient en sécurité aussi. Comment est-ce qu'on peut faire des expériences comme ceci dans notre salle de classe? On peut sûrement avoir des miroirs de façon à ce que l'on puisse
changer la direction des lasers, à savoir si on a un émetteur et on a un récepteur, qu'est-ce qu'on a comme différence. On peut aussi utiliser notre téléphone et regarder les luxmètres pour savoir s'il y a eu un changement sur la perte d'énergie qui peut arriver. Surtout que si on a un laser, on n'est pas obligé de le faire sur quelques mètres, on peut le faire sur quelques centaines de mètres. Bien sûr, il faut faire attention, certains conseils scolaires n'aiment pas l'utilisation des lasers pour les pointeurs. C'est à vous de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai trouvé que c'est intéressant comme expérience. Il reste 2 expériences, je crois. Alors, celle-ci, je la trouve intéressante. Voyons voir, où est-ce? Ah, voilà. Ça ici, c'est comme un super aspirateur qu'on appelle le Planet Vac. L'idée ici, c'est que, je vais la mettre plus gros pour vous la montrer, c'est qu'on a ici une surface qui est plane, ainsi que des envois de gaz. Donc, l'idée ici, c'est que nous avons des gaz qui sont envoyés à la base ici, et ça fait qu'il y a une succion pour faire la collecte d'échantillons. Alors, j'avais un exemple ici. Si, par exemple, j'ai ma main, je vais mettre ça comme ça, si j'ai ma main comme ceci et disons qu'il y a de la poussière, je pourrais prendre un aspirateur et le mettre ici et avoir un peu comme les aspirateurs de style Dyson, où on a une aspiration et on peut faire l'aspiration de poussière. Et avec ce Planet Vac, on peut avoir des objets qui sont jusqu'à 1 centimètre de diamètre. Maintenant, anciennement, on avait des petites pelles, comme dans un carré de sable. On prenait la terre et on le mettrait dans un contenant. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de joints, beaucoup de parties qui bougent. Et ça veut dire que le potentiel de se briser est plus grand. Ça veut dire que si on a juste comme un bâton qui va être déposé ici et on a des gaz pour faire l'échantillonnage, ceci permettrait de pouvoir faciliter des choses et bien sûr, ça nous permet de pouvoir analyser le type de poussière et le type de régolithe sur la surface de la Lune. Maintenant, la difficulté avec la poussière, surtout lorsqu'elle est très très fine comme de l'argile séchée, c'est que ça s'infiltre partout, dans les mécanismes, dans les joints, dans l'aération si on est sur la planète Terre. Et donc, si on est sur la Lune et on veut, avec le projet Artemis, envoyer des humains sur la Lune, ça veut dire qu'il faut penser à ces poussières. Surtout que lorsqu'on a une base et tout se passe à une base, on ne peut pas avoir tous les vaisseaux atterrir près de cette base à cause de la quantité de poussière qui est élevée. Donc ça veut dire qu'il faut faire un peu de réflexion. Comment est-ce qu'on pourrait faire ceci dans notre classe? Imaginez si on avait par exemple un aspirateur qui fonctionne à batterie et on décide d'avoir par exemple ici on pourrait mettre un filtre à café par exemple et on irait faire l'échantillonnage sur la cour de l'école, dans le carré de sable, dans le gazon par exemple, près d'un ruisseau, sur le sol dans une forêt et regarder le type de matière qui est récupérée. Si on n'a pas de filtre à café, qu'est-ce qu'on peut aspirer comme échantillon? Ça peut être des petits cailloux, est-ce qu'il y a des insectes? Il faut faire attention ici. L'idée ici, c'est comment est-ce qu'on peut faire l'échantillonnage ici, sur notre planète. Et ça fait un excellent lien avec peut-être une unité sur les écosystèmes, par exemple, et même avec les sciences de la Terre, avec différents types de sols, d'argile et de pierre. C'est une idée intéressante. Maintenant, le prochain ici, qu'est-ce que c'est? C'est que, alors ça, j'aime bien. Voyons voir si je peux trouver une meilleure image. Donc ça ici, c'est une roue où il y a une variété de matières. Alors, c'est des matières qui sont soit des textiles, ça peut être des plastiques, des verres, des matériaux qui sont utilisés pour les satellites, ici on peut voir, on dirait du Kevlar, pour peut-être les tissus pour les costumes d'astronautes. Maintenant, je vais vous montrer l'expérience. Il y a une vidéo qui nous montre cela. Donc, voyons voir si je peux la montrer. Alors ici, nous avons bien sûr une personne, alors où est-ce qu'elle parle avec son nom? Elle est ici. C'est Dennis Harris qui gère la mission ici. Donc, tiens, je vais mettre ça comme ça. Parfait. Oups.
Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une roue ici avec tous les différents matériaux et il y a la même roue qui est cachée ici. Alors l'idée ici, c'est que c'est une expérience qui est ouverte. Lorsque nous avons eu cet engin qui a atterri sur la Lune, on a eu toute la poussière qui s'est levée et qui s'est déposée autour de celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a de la poussière qui peuvent se tenir et toucher ces matériaux et coller, soit par la statique ou par d'autres raisons. Donc, l'idée ici, c'est que s'il y a les mêmes matériaux qui sont cachés et protégés, et si on regarde ici, on a un appareil, et voyons voir, je vais mettre ça plus grand pour vous. Voilà. On a ici deux appareils pour enregistrer les observations. Donc, si nous avons, on peut comparer directement des matériaux en contact avec la poussière lunaire et des matériaux qui ne sont pas altérés, on peut faire des analyses sur place de ce qui s'est passé avec ces matériaux et la poussière. Donc ça, je pense que c'est intéressant, surtout que au lieu d'aller sur la Lune avec ces matériaux, faire les tests et revenir sur Terre pour faire les analyses, c'est beaucoup plus simple. J'ai trouvé ce que je cherchais. C'est lorsque nous avons parlé de cet électrodynamisme pour enlever les petits sédiments. Voyons voir. Donc, je vais vous remontrer. On utilise l'électricité pour enlever les poussières, comme ceci. Une des raisons, c'est pour l'équipement. Mais imaginez, alors ici, c'est intéressant. Alors, il y avait cette idée, lorsqu'on prend cette photo, les astronautes qui tombaient, lorsqu'ils sont allés sur la Lune, ils ont remarqué qu'il y avait toutes ces poussières qui s'accumulaient partout, qui s'accumulaient sur leur, ici, leur costume, les appareils, surtout s'il y avait des portes, il y a plein de choses qui se passaient. Je suis sûr que c'était difficile. Donc, l'idée, c'est pour enlever les sédiments sur les différents types de matériaux, des matériaux qui font bien sûr partie des sondes, mais qui peuvent faire partie des tissus pour faire les costumes. Bien sûr, les rigolites, il n'y a personne. Nous, ici sur Terre, c'est facile. Il y a des personnes, depuis qu'on est très petit, on va jouer dehors, on va jouer dans le sable, on se salit nos vêtements, on sait qu'est-ce qui se passe. Mais sur la Lune, c'est un peu différent parce que le sol est un peu différent. Donc, c'est quelque chose à considérer. J'ai oublié ici une des expériences qui était avec les caméras, qui était ici avec le projet. Je vais vous montrer ça. Donc ici, l'idée, c'est qu'on a dans le bas ici de notre alunisseur des caméras, de façon à ce que lorsque l'alunisseur arrive sur le sol, voyons voir si je peux montrer ça ici. Lorsqu'on a l'alunisseur qui arrive sur le sol, on peut faire avec des photos une cartographie 3D, parce qu'on a plusieurs caméras, sur le sol avant d'atterrir. Et aussitôt qu'on atterrit, il y a toujours des fusées qui vont repousser l'air jusqu'à ce que l'alunisseur touche le sol. Mais aussitôt qu'il y a atterrissage, le sol a été changé parce qu'il y a eu de la poussière, des petites roches qui sont parties. Donc l'idée, c'est qu'avec les caméras, on peut regarder la surface avant l'atterrissage et la surface de la Lune après atterrissage. Ça nous permet de pouvoir remarquer comment est-ce qu'il y a des sédiments et de régolithes qui se promènent partout. Et ça nous mène bien sûr à ce changement et à cette expérience qui est, voyons voir où est-ce que c'est. Voilà, cette expérience avec les différents matériaux. C'est la fin de notre vidéo. Alors, cette vidéo était bien sûr pour les scientifiques, pour les différentes expériences qu'on a eues. Deuxièmement, c'était pour les enseignants, à savoir qu'on peut prendre les informations des expériences de la mission 1 pour mettre des choses intéressantes dans notre classe. Maintenant, si vous avez des classes avancées, n'oubliez pas que vous pouvez présenter la deuxième mission de Blue Ghost parce que on a déjà quelques expériences qui sont déjà planifiées, mais si on va sur leur site web, on sait qu'ils ont de la place pour ajouter de nouvelles expériences. Donc, si vous avez des élèves qui sont plus forts, des personnes qui sont très créatifs, on peut leur dire quel type d'expérience que vous pensez qu'on pourrait faire sur la Lune ou qu'on pourrait faire sur Terre pour faire ou en imaginant une autre planète, le type d'échantillonnage qu'on pourrait faire pour en apprendre plus sur cet objet céleste. Je pense que c'est intéressant. Ça nous permet de pouvoir faire participer les élèves avec des sujets qui sont très concrets.
Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas, je fais des vidéos à chaque semaine et n'oubliez pas de nous supporter. Je vais mettre de ce côté-ci ou de ce côté-là une vidéo que j'ai faite sur l'exploration spatiale et on se voit là dans un instant. Sur ce, passez une excellente journée et on se voit à la prochaine vidéo.